Bonjour à tous et bienvenue dans la voie de la recherche clinique. Alors, dans ce nouvel épisode, Nazim Malti, PDG de Clear Farm, une CRO algérienne, nous racontera son parcours et comment il est passé d'ARC à dirigeant d'une CRO internationale en bâtissant peu à peu sa vision et son expertise dans le domaine. Donc, si vous avez besoin d'un gros boost de motivation et d'inspiration, je pense que c'est l'épisode idéal. Bonjour Nazim et c'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Bonjour Nawal, tout le plaisir est pour moi, merci pour Est-ce l'invitation. que tu peux te présenter et parler de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, moi j'ai commencé, en 2008 la recherche clinique. J'étais en France, je travaillais dans la recherche, fondamentale et puis j'ai décidé de m'orienter vers la recherche clinique. Donc, j'étais en France, j'ai fait une formation, de recherche clinique, d'attaché de recherche clinique et puis par la suite ça a commencé pour moi. J'ai commencé par, une première mission en France. J'ai passé une année et puis ensuite j'ai travaillé, 2 ans en Algérie, comme ARC dans une CRO à l'époque en 2010. Après 2 années, je suis parti au Canada et puis j'ai fait d'autres rôles par la suite également. J'ai travaillé en hospitalier une année et puis j'ai travaillé comme CRA ARC, ARC senior, pendant à peu près, une dizaine d'années. Dans des CRO, pour la plupart américaines qui ont changé de nom, comme ce qui aujourd'hui est Fortrea, comme, Inventive Health, qui aujourd'hui est Syneos. Après 10 ans de travail comme CRA, et comme aussi, comme j'ai fait project manager et cetera, j'ai décidé de, me mettre, en indépendant, tout seul. Donc, depuis 2021, j'ai ma société de consulting au Canada et puis, l'idée avec, d'autres personnes également était d'avoir une CRO en bonne et due forme, une full on CRO comme on dit, une CRO qui fait, toutes les activités et de la fonder en Algérie. C'était, un petit peu un objectif, qui était là depuis quelques années et voilà, depuis 2022, on est là, on est en Algérie, on a installé nos locaux, dans la ville d'Oran, en Algérie. Sur, tout le côté réglementaire d'une CRO et cetera, c'est pour nous aussi une découverte. Pour moi, personnellement, une découverte de l'entrepreneuriat, parce que c'est que l'entrepreneuriat et puis, tout le côté, de la gestion d'une CRO qui est, assez, différent des rôles qu'on peut faire quand on travaille pour des CRO. Donc Oui, voilà, bah, j'imagine que c'est intense. C'est plus intense du coup. c'est très intense, effectivement. OK et donc, alors si on revient, vraiment à la première étape, au premier pas, dans la recherche clinique, en tant qu'art, quels étaient les aspects du métier que tu appréciais le plus et que tu aimais moins? Alors c'est un métier où, en fait, il faut beaucoup de dynamisme. Il faut être dynamique, il faut avoir des talents de communication et si on les a pas, il faut les développer et c'est un métier où on rencontre beaucoup de personnes différentes également. Vous travaillez pas seulement dans un bureau où vous voyez les mêmes personnes tous les jours ou dans un laboratoire de recherche où vous pouvez côtoyer, les pathogènes sur lesquels vous travaillez ou les produits sur lesquels vous travaillez. Non, c'est pas la paillasse, c'est, de rencontrer des gens, d'essayer, en tout cas de faire fonctionner faire fonctionner un projet ou arriver au succès de certains projets, à Ouais. travers d'autres personnes. Un de recherche ou un arc a vraiment ce travail-là où c'est la clé de la liaison entre le sponsor et les centres de recherche. C'est la liaison entre la CRO et votre CRO et d'autres CRO, par exemple, la liaison entre le data management et ceux qui font le data entry. Donc ça, c'est vraiment un point qui est, clé dans le métier d'arc et puis qui m'intéressait beaucoup. Aussi, il y a beaucoup un côté comme, c'est un peu la même chose, mais c'est un côté indépendant. Vous avez, encore une fois, c'est une bonne chose. Pour d'autres personnes, ça peut être, effrayant peut-être d'être indépendant, d'avoir à se gérer soi-même, surtout quand la plupart des arcs, enfin je pense, beaucoup d'arcs ne travaillent de chez eux. Donc ils travaillent tout seuls dans leur bureau, chez eux et puis ils voyagent tout seuls
et ça implique une gestion de toute la logistique qui va derrière les problèmes techniques, avec vos ordis ou tout appareil ou logiciel que vous devez utiliser, les problèmes, pendant les voyages, perdre ses affaires ou se retrouver, perdu, ne pas trouver de liaison pour retourner chez soi. Tout ça, c'est La des grève SNCF surtout. pardon? La grève de SNCF, là, Les nous, tous les grèves! hivers, on a droit à ça. Les grèves, les retards d'avion, le travailler pendant les périodes de fête, être bloqué, ce qui fait que en fait, beaucoup d'arcs développent des qualités qui sont très uniques, des qualités de personnes qui sont assez indépendantes. Moi, pour moi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai dû m'adapter. Je n'avais pas toutes ces qualités au départ et puis j'ai dû, acquérir des qualités en cours de route. Mais aujourd'hui, je confirme vraiment que c'était ça, c'était ce qu'on m'avait dit au départ. Puis, moi, ça m'a plu, ça me plaît encore aujourd'hui. Et donc, quel a été le déclic pour envisager un changement de poste? Donc après Arc, c'était plus, Arc, freelance, c'est ça? Ou c'était plutôt dans le management? Oui, alors, oui, pour passer de moi, c'était de, en fait, évoluer, mais toujours rester un petit peu dans le oversight, dans le management, dans D'accord. le auditing, dans le réglementaire. Je suis beaucoup resté, dans des positions qui sont pas beaucoup des positions de direction ou de directeur des opérations Mmh. cliniques et cetera. Hem, donc passer comme, consultant, comme contractant, à ARC ou lead CRA ou study manager, c'était plus pour pouvoir donc avoir plus de liberté de choisir les missions, plus de liberté de choisir avec sur quel projet on travaille et à quel, FTE. Comment as-tu su vers quel métier t'orienter? Est-ce que, c'était une évidence? Tu savais ce que tu voulais dès le départ? Non, pas vraiment. C'est vrai que au cours de ma carrière, je me suis posé beaucoup de questions et puis beaucoup d'opportunités se sont offertes à moi, comme le project management, comme les rôles de lead CRA, comme les rôles de assistant, manager et cetera, que j'ai remplis, de temps en temps. Hem et donc il y avait pour moi 2 possibilités d'évolution. C'était, le line management, donc de gérer d'autres personnes, d'autres arcs et cetera. Et il y avait le study management, donc de gérer des études, ou le project management et cetera. Et ça, c'était idéalement faire ça dans des grandes entreprises. C'est intéressant parce que, on a beaucoup de formations, et tout un cursus derrière. Mais, la troisième possibilité, donc de 2 solutions, il faut choisir la troisième. La troisième possibilité, c'était d'aller vers le consulting, où là, vous allez être libre. Là, tu seras vraiment libre. Tu peux être, ARC si tu veux, tu peux être, CTL si tu veux, tu peux faire project manager, quelle que soit la mission dont on a besoin et pour lesquelles, heu, on a pu développer des compétences au cours de sa carrière, eh Mmh. ben, vous pouvez l'apprendre. Et donc pour moi, c'était moins de contraintes, moins de restrictions quand il s'agissait de choisir sa mission en tant que contractuel. En tant qu'employé dans une entreprise, vous pouvez faire des requêtes, mais surtout si c'est des grandes entreprises, donc l'avantage, c'est qu'une fois que vous êtes sur une mission, vous pouvez beaucoup avancer, mais de changer d'une mission à une autre, c'est pas aussi simple que ça. OK, très bien et je voulais poser la question sur les premières actions que tu as mis en place pour, évoluer et est-ce que c'était compliqué d'avoir un premier contrat? Parce que c'était au Canada à ce Oui, moment-là? oui, alors j'étais au Canada. Les premières choses que vous devez faire, c'est sûr que moi, entre le jour où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à devenir contractuel et puis le jour où j'ai passé le cap, c'était de développer un peu son networking, son réseau. Et développer son réseau, c'est-à-dire parmi d'autres contracteurs, d'autres personnes qui sont également, contractuels, qui travaillent comme contractuels, mais qui également ont le même type de profil que le vôtre. Donc moi, à l'époque, j'étais au Québec, donc c'était bilingue. Au Canada, bilingue, ça veut dire que vous parlez le français. C'est-à-dire l'anglais c'est primordial.
Bilingue, c'est que Ouais, vous avez également le français. Et donc, ça ouvre la possibilité à pouvoir travailler beaucoup au Québec, avec des hôpitaux, avec des équipes au Québec, etc. Et donc, la plupart de mes contacts ou de mon réseau sont des personnes québécoises, on dit, ou travaillant au Québec ou vivant au Canada, mais qui doivent travailler en français également. Et donc, c'est à travers ces personnes-là que j'ai eu des contacts pour trouver mon premier contrat. d'accord, donc c'est une question, c'est plus le réseau que aller postuler d'une manière classique. Oui, oui, le réseau est très important. Vous pouvez postuler tout seul. Tu peux, en fait aussi, ce qu'on développe aussi quand on est dans la recherche clinique pendant longtemps, on développe des bonnes relations avec les recruteurs. Donc, on peut également discuter ouvertement avec les recruteurs de ce qu'on veut. Il y a des boîtes spécialisées pour les contractuels qui vont vous offrir des missions, oui. Les recruteurs également. Les recruteurs peuvent vous recruter comme employé à temps plein ou comme contractant. Les deux Ouais. possibilités, des fois, s'offrent à eux. Et donc, il faut connaître ces personnes-là. Après, aussi, ce que je sais moi-même et puis ce que je sais d'autres contractuels ou d'autres entrepreneurs, c'est que les clients eux-mêmes vous trouvent d'autres contrats. Donc, quand vous travaillez, vous donnez de bons résultats, les bons feedbacks parlent pour vous et puis voilà. Et donc, c'est la même chose, comme je te disais, c'est la même chose maintenant pour moi dans l'entrepreneuriat. Quand tu fais un bon service, ben, tu as un retour des mêmes clients ou de leurs collègues ou d'autres personnes qui vont revenir vers toi parce que il y a eu de bons échos sur la qualité du travail que tu as fourni. C'est un peu comme tous les domaines, hein, par exemple, si on prend, juste un magasin de vêtements, si, la qualité est bonne et le service est bon, bah, ça fidélise. Donc c'est un peu pareil, il faut fidéliser, ses clients. Et donc, est-ce que tu as rencontré des obstacles ou des doutes, pendant cette période-là et comment les as-tu surmontés? Les obstacles, il faut savoir que les obstacles, je pense alors de ma courte expérience dans la vie en général, mais également professionnelle, Hem et en discutant avec d'autres personnes également, peut-être même d'autres générations, les obstacles et les doutes, ils ont toujours existé et ils existeront toujours. Il y a toujours des changements, il y a toujours des challenges qui pour moi, c'était par exemple le Covid. Quand le Covid a commencé, beaucoup de choses se sont arrêtées et c'était pas simple d'aller chercher des contrats, à ce moment-là. Mmh. Pourtant moi je me suis, dirigé vers le freelance à ce moment-là, pendant le Covid. Est-ce que c'est au bon ou au mauvais moment? On ne sait pas, j'imagine le bon moment finalement puisque tu en es là. Pour moi, jusque-là, oui, c'était le bon moment. Pour moi, je savais que, heu, la recherche clinique était un petit peu à l'arrêt, à cause de beaucoup de choses qui se sont mises à l'arrêt. Mais d'un autre côté, je pensais que il y aurait, derrière, une forte demande parce que arrêter tout d'un seul coup, ça va vouloir dire que pour tous les domaines et toutes les recherches en général. Une fois que ça va reprendre, ça va être vraiment dans tous les sens Mmh. et je pense que c'est ça. C'est la vérité. Nous, beaucoup de contractuels, ce qu'on a vu, c'est qu'on a été beaucoup plus occupés que les autres années, que les années Oui. peut-être d'avant, parce que beaucoup de gens ont essayé de reprendre leur projet de recherche et puis ils ont dû se servir sur le temps. En fait, ils ont dû aller chercher les contractuels et puis, on était pour la plupart en train de faire beaucoup plus que 40 heures semaine que, Mmh. le minimum ou que ce qu'un contractuel pourrait juste chercher. Après, maintenant, il y a d'autres choses. Maintenant, on s'est réorganisé. On remarque plus de gens qui cherchent des employés à temps plein plutôt que des contracteurs. Mais il y a eu aussi toute une évolution digitale, électronique. Il y a Ouais. beaucoup plus de travail à distance. Il y a beaucoup plus d'outils à utiliser. Il y a même des sortes de nouveaux métiers qui se sont créés dans la recherche. Et donc, si vous êtes contractuel, là aussi, ça peut être une opportunité pour vous parce que si vous êtes flexible, bah, vous aurez des missions. Si vous êtes prêt à
go the extra mile, comme on dit. Si vous êtes prêt à vous dépasser, Mmh. à sortir de votre zone de confort et à être prêt à offrir des services que avant vous ne pensiez pas forcément faire, ben vous aurez du travail. Tout à fait d'accord et là, si on parle de ton métier aujourd'hui, donc on revient, au présent, est-ce que tu peux expliquer rapidement en quoi consiste ton poste actuel? Quelles sont les missions d'un PDG d'une CRO? Et quels sont les avantages et inconvénients du métier, du coup? Alors, aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est l'entrepreneuriat. Donc fonder une entreprise, ça il y a des points très communs entre toutes les entreprises. Quand vous fondez une entreprise, vous passez par, les mêmes choses. Ou les mêmes procédures, les mêmes étapes. Fonder une entreprise en Algérie, c'est un peu la même chose pour tous les entrepreneurs. Ça change aussi, ça a changé depuis quelque temps. On a plus d'encouragement pour, par exemple, les Mmh, startups, ou plus d'encouragement pour certains domaines. Et donc ça, il faut connaître ces choses-là et puis savoir que vous allez devoir passer par des étapes. Hem, la recherche clinique, c'est un domaine très réglementé et donc dans tous les pays, incluant l'Algérie et donc ce que vous devez chercher en priorité, c'est les critères qui peuvent vous permettre d'arriver à avoir, des autorisations par les autorités, réglementaires de pouvoir, heu, fonctionner en tant que CRO. Bâtir un système de la qualité, si vous voulez, si tu veux, bâtir une structure, bâtir une équipe, donc et construire toutes les procédures qu'on lit, dans les CRO dans lesquels on travaille pendant notre métier d'ARC ou de project manager ou quelle que soit la mission, et qu'on doit travailler avec, et ben, ces procédures-là, vous devez les mettre en place dans votre structure. Donc c'est différent. Vous ne subissez plus les procédures, vous devez, les échafauder, si tu veux. mmh, Donc ça, c'est un côté. Il y a aussi beaucoup le côté, encore une fois, le personnel, donc se développer soi-même et développer également, son équipe. Donc savoir trouver les bonnes personnes qui vont travailler avec vous, savoir aller vers, les clients, savoir, trouver le marché ou provoquer le marché. C'est le lot de tous les entrepreneurs là aussi. Savoir faire les bons partenariats également ouais, et se fixer une trajectoire. Se fixer une trajectoire, ça passe par avoir une bonne vision. Toutes ces choses-là, elles sont spécifiques, à l'entrepreneuriat, elles sont spécifiques au métier ou si tu veux au monde de l'entreprise, mais mmh, c'est également des choses que tu as déjà fait dans ta vie avant. C'est-à-dire que, comme on a parlé tout à l'heure de moi quand j'étais dans la recherche fondamentale et puis que je me voyais travailler dans, la recherche clinique ou dans le développement du médicament avec des entreprises, et ben, il y avait une vision et cette vision, c'est la même chose que vous allez avoir quand vous fondez une entreprise ou quand vous êtes avec, des gens, des investisseurs et cetera et que vous voulez arriver quelque part. Il faut avoir cette vision. Il faut que les gens puissent, croire en vous, croire en votre vision, et que vous-même, hein, il faut que vous arriviez à être convaincu par ce que vous voulez faire. Parce que c'est cette vision-là qui vous permet d'accepter de traverser toutes les étapes qui sont nécessaires à l'aboutissement de votre projet. Même les étapes qu'on n'aime pas, même les étapes auxquelles on ne s'attend pas, même les étapes qui sont désagréables, ouais. ou les problèmes qu'il va falloir résoudre, mais c'est ça, en fait. Et juste pour dire, c'est-à-dire que je fais un petit peu toujours la comparaison avec son évolution de carrière personnelle. C'est la même chose. Mmh. Pour toi ou peut-être pour tout le monde que tu connais autour de toi, tout le monde a eu des problèmes, des challenges, en cours de route et puis, le plus souvent, ceux qui arrivent, au bout de leurs objectifs, c'est ceux qui arrivent à résister heu et à travailler coûte que coûte parce qu'au final, ils savent où ils veulent arriver. Il y a une question de vision et il y a aussi, c'est vrai qu'on avait déjà parlé de ça en off, mais il y a aussi une question de valorisation, dans le sens où, il faut pas se sous-estimer même si alors en Île-de-France, je dirais, ça dépend des régions et surtout en Île-de-France, il y a pas mal d'étudiants, étrangers, européens, africains qui viennent de partout, du Moyen-Orient aussi et qui se sous-estiment un petit peu. Donc qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? En fait, il y a une belle chanson que je connais et qui est en anglais où on dit, «Every hand is a winner and every hand is a loser».
Donc, c'est la chanson, c'est The Gambler, c'est celui qui joue aux jeux de poker, là, les jeux de hasard. Donc, dans votre main, vous avez des atouts. N'importe quelle main que vous puissiez avoir, elle peut être gagnante ou elle peut être perdante. Donc, pour moi, des fois, on se focalise beaucoup trop sur nos lacunes ou les choses qu'on croit ou qu'on nous a fait croire qui sont des inconvénients, alors qu'elles sont des forces. Donc, quand vous avez des gens, par exemple, qui viennent de toutes parts pour aller en Île-de-France, pour leurs études ou pour le travail en général, par exemple, pour moi à l'époque, en fait, vous êtes là pour une raison. Vous êtes là pour vos études et vous êtes là pour, par exemple, en Île-de-France, il y a la plupart des recherches cliniques en France. Et donc, c'est pour ça que vous venez d'ailleurs et que beaucoup de personnes sont venues d'ailleurs pour avoir une formation ou une expérience ou des expériences. Mais il faut savoir déjà que le fait même d'être là-bas montre une de vos forces. Vous êtes dans un endroit où c'est pas votre langue, probablement ce n'est pas votre langue maternelle, ce n'est pas votre culture, ce n'est pas peut-être le climat qui vous plaît le plus, c'est peut-être pas les moyens de transport La grisaille de Paris, ou, oui. ou le quotidien qui vous excite le plus. Moi, j'avais des gens qui venaient de régions comme les Dom-Tom. Ils avaient un climat incroyable où ils avaient un rythme de vie qui était très différent. J'avais des amis qui venaient aussi d'autres pays européens qui des fois étaient fonctionnaient différemment. Et donc, tous ces gens-là s'adaptent à cette vie française, parisienne. Et puis, c'est une force. Le fait même de savoir ou de pouvoir faire ça, c'est déjà une force chez vous. Donc, il faut savoir que vous avez votre première langue, vous avez votre deuxième langue, probablement une troisième langue, parce que pour travailler en recherche, vous devez connaître l'anglais. Et donc, déjà, ça, c'est des choses, des qualités. Et c'est des qualités qui vont être primordiales pour réussir dans la recherche clinique. Encore une fois, donc, quand tu vois quelqu'un comme moi qui a eu un parcours où il a été beaucoup ARC, où j'ai fait du oversight ou des visites d'audit, etc., où on doit voyager pour aller quelque part, jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle pour aller à tel ou tel pays et c'est limite où des fois, je connais même pas très bien la langue et je m'adapte et vous apprenez, j'apprends à évaluer les pourcentages de chances de réussite d'un projet dans un pays. Donc, je vais en Chine. Si je comprends pas du tout le chinois, je vais pas trop m'en sortir. Pourtant, encore une fois, il y a des outils électroniques, vous avez des Oui, traducteurs sur votre téléphone, vous pouvez fonctionner presque à 90%. Mais beaucoup d'autres personnes ne font pas ça. oui, Les gens qui sont là où vous êtes, donc aujourd'hui que ce soit en France ou au Canada ou aux États-Unis, si vous écoutez ça, les gens qui n'ont jamais bougé n'ont pas les mêmes qualités de flexibilité que vous avez peut-être vous. Oui, ils ont beaucoup de connaissances du milieu où ils sont. Oui, ils ont plus peut-être de chances de réussir là où ils sont, peut-être plus que vous. Moi, par exemple, je suis pas resté en France, donc la question ne se posait pas. Je suis parti au Canada. Je suis passé oui, dans d'autres endroits et à chaque fois, j'ai remarqué que je me débrouillais mieux sur certains aspects que les gens qui n'avaient jamais bougé, n'étaient oui, jamais partis du Québec, qui n'étaient jamais partis de France, etc. Eux, ils se débrouillent mieux que moi sur d'autres plans. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit au départ, je gère une CRO qui a des activités à l'international. Et donc, ces qualités que j'avais au départ me servent encore aujourd'hui. Donc ne jamais sous-estimer ce que vous savez faire et encore une fois, on revient un petit peu à la vision, ce que je disais tout à l'heure. Ben, la vision va vous permettre de développer ces qualités, de franchir suffisamment d'étapes pour que ces qualités vont apparaître en cours de route, elles vont même, se développer et au final, vous allez voir avec le recul, vous allez voir, vous allez vous dire comme: «Oui, c'était comme tout tracé pour moi». oui, J'avais tout ça au départ, hem donc, si je peux faire quelque chose pour les gens qui démarrent aujourd'hui, c'est que ne doutez pas de vous. Et vous avez déjà fait un projet de toute façon qui a réussi pour voyager de votre pays et vous installer autre part. C'est déjà en soi un projet qui a été semé d'embûches, qui n'a pas été facile. Et donc, peut-être pour l'instant, inspirez-vous de ça
et multipliez ça par, si vous avez fait 2 ans pour arriver là, bah, multipliez ça par 5, par 10, et puis dans Oui. 10 ou 20 ans, bah, vous allez voir que vous allez avoir d'autres résultats qui seront aussi surprenants que ceux que vous avez déjà, accomplis. Merci, Nazim pour ce message inspirant. Moi, j'ajouterais aussi que, toutes les personnes qui intègrent, qui viennent d'ailleurs et qui intègrent la recherche clinique, elles ont fait, médecine, pharmacie, des études, de longues études. Il y a même des personnes qui ont eu, je ne sais plusieurs post-doc. Donc vraiment, il faut pas tout ça n'est pas à supprimer, en fait. C'est une bonne base, très, très, très bonne base et qui va aider. Il faut vraiment prendre ces compétences et ne pas les supprimer, les prendre et vraiment les utiliser dans la recherche clinique. Certes, ce n'est pas la même chose. On peut pas, si on a été médecin auparavant, on peut pas exercer, voilà, de la même manière. Il y a l'aspect psychologique aussi où c'est compliqué. Par exemple, il y a beaucoup de médecins qui, enfin d'ex-médecins qui se retrouvent arc investigateur, donc arc hospitalier. Côté diagnostic, en fait, ils sont obligés de respecter certaines barrières, certaines limites, parce que c'est au-delà de leur fiche de poste. Et je comprends que ce soit frustrant, mais il faut juste accepter et surtout, surtout ne pas se sous-estimer parce que pour la majorité d'entre vous, vous avez vraiment de hauts diplômes. Vous avez fait des études et voilà quoi. Donc je rejoins tout à fait Nazim sur ces conseils. Là, on continue, hein, en partie conseil. Quelles sont selon toi les options les plus accessibles après le post-doc? Par exemple, il y a une personne qui a fait arc junior ou voilà senior. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, mis à part euh, consultant ou chef de projet? Si on reste dans la recherche clinique, donc un ARC qui peut évoluer comme ARC senior, lead CRA aussi, donc chef, si tu veux, chef d'équipe Oui, d'ARC. Il peut évoluer vers CTL, Clinical Trial Lead, donc chef d'études, ou ce qui peut se rapprocher du lead CRA également. Il peut évoluer vers Project Manager, il peut, donc gestionnaire de projet. Il peut évoluer vers un directeur des opérations cliniques. Mais comme tu as cité, par exemple, les médecins, si tu es médecin et que tu es ARC aujourd'hui, rien n'exclut qu'un jour tu pourras devenir medical monitor, par exemple, moniteur médical. Donc, c'est les personnes qui pourront être impliquées dans le design des études, l'écriture des protocoles, la rédaction des documents des études, oui, etc. Si vous êtes pharmacien également, vous pouvez travailler dans le pharmaceutique, dans des domaines plus de R&D, de recherche et développement dans les entreprises. Il y a plein de postes dans surtout les grandes entreprises, il y a plein de postes différents. Certaines même se focalisent beaucoup sur la communication. Et donc, vous pouvez également donc mettre en avant vos qualités de communication. Si c'est vos qualités, par exemple, celles que vous savez que vous avez, le domaine dans lequel vous pensez que vous serez heureux ou épanoui quand vous allez évoluer. Euh, et oui, moi j'ai vu des personnes qui ont commencé comme arc, mais très rapidement, peut-être au bout d'une année, ils se sont comme transformés complètement en personnes chargées des communications au sein d'un grand laboratoire de pharmaceutique. Mais par contre, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir qui on est et quel est notre profil et ce qui va nous rendre un petit peu heureux dans ce qu'on fait. Ça, c'est primordial, je pense. Parce que vous donnerez de la qualité si vous êtes heureux dans ce que vous faites. oui. Et donc, il y a des chemins qui sont plus compliqués que d'autres à atteindre, mais faites-vous confiance. Faites confiance aussi peut-être à vos managers. Si on tombe, moi j'ai eu la chance de tomber sur de très bons managers. D'ailleurs, s'ils m'entendent, ils parlent pas tous français, mais je ferai peut-être la même chose en anglais. Mais et j'ai des gens qui avaient de grandes qualités qui m'ont conseillé et qui t'aident aussi à faire de la rétrospection et à savoir qui tu es. Faire un petit peu de développement personnel aussi pour savoir quelles sont nos qualités, comment est-ce qu'on peut les développer et puis comment y arriver. Je pense que le poste en lui-même, la mission que vous allez faire est moins importante que vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux project managers et il y en a qui vont être beaucoup moins compétents que d'autres. Vous allez avoir deux line managers, mais il y en a qui vont être très très bons et d'autres pas. Vous pouvez avoir deux mentors, donc des mentors, et puis ils vont être différents.
Oui, On trouve beaucoup dans l'industrie que parmi les meilleurs managers, c'est ceux qui ont fait pas mal d'années comme un ARC ou ARC senior et qui mmh, connaissent, comment ça se passe. Aussi, donc on a cité les médecins qui peuvent aller vers le medical monitoring, mais aussi les informaticiens. Tu sais, il y a des gens qui ont fait des formations en informatique ou qui ont beaucoup de compétences en informatique et puis qui sont, ARC et puis qui vont voir que, ben, il y a beaucoup d'outils qu'on va utiliser, des outils d'entrée de données, de gestion de données, des outils de gestion des documents et cetera. Ils vont avoir beaucoup de facilité, heu et pourquoi pas, ils pourraient se diriger vers le data management parce que, ils veulent un jour, ils veulent moins voyager. Ça aussi, c'est des choses à prendre en question, oui, par rapport à qui vous êtes ou à votre contexte familial. Vous avez des enfants ou une personne, dans votre famille dont vous devez prendre, soin et puis vous ne pouvez pas beaucoup voyager et puis vous pouvez vous convertir complètement. J'ai une amie, une fois qui est passée de CRA dans le ARC vers CTA, assistante de recherche. Pourquoi? oui. Parce que c'était un travail de bureau qui l'arrangeait et puis, elle pouvait faire son 8 à 4, tranquillement tous les jours et puis rester proche de sa famille. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Alors ce qui est contraignant, surtout pour les débutants, hein, c'est vraiment de faire les déplacements. En fait, pour eux, arc, moniteur égale déplacement, donc ils vont sans grande conviction vers le métier d'arc, hospitalier. Mais voilà et ensuite, il y en a plein qui s'y plaisent, hein. Il y en a plein aussi qui, attendent que leurs enfants grandissent et après ils passent de l'autre côté. En fait, c'est une question de choix. Il y a pas de bon ou mauvais choix. C'est vraiment une question bah, de goût, d'opportunité et de compétences aussi. Et en parlant de compétences, est-ce que, si tu peux m'en citer, 3, selon toi, quelles sont les compétences qu'un arc devrait absolument développer pour pouvoir évoluer? Ah, alors ça fait j'étais pas prêt à la question, ça fait comme les entretiens où en entretien vous devez est-ce que vous c'est quoi vos 3 plus grandes qualités? Hem, Je vais t'aider un petit peu. Tu as parlé de communication tout à l'heure et c'est oui. vrai que ça, c'est unanime, hein. Il faut vraiment être, je pense qu'à chaque interview, chaque enregistrement que je fais, on parle de communication parce que c'est important, parce qu'il y a plusieurs intervenants dans la recherche clinique et il faut savoir, communiquer tout simplement. Ça facilite les choses. Alors je te laisse 2 du coup. Non, mais c'est vrai, c'est des choses que j'avais déjà, que j'avais citées. Communication et puis aussi, dextérité, enfin connaissance des outils électroniques Mmh, aussi. Aujourd'hui, utiliser des outils pour faire des réunions ou utiliser, son PowerPoint ou plein de choses comme ça sont ouais, très importantes. Vous ne savez jamais à quel moment vous allez avoir besoin de quelque chose et donc plus que la connaissance des outils électroniques, c'est même juste d'être à l'aise à apprendre de nouvelles choses ou être à l'aise avec la technologie. Donc la communication, c'est pas quelque chose ça va vraiment de soi pour moi quand on est arc. Mais l'électronique, c'est plus quelque chose dont j'aime parler parce que c'est c'est un souci pour moi. Je commence, je sais, à faire un peu vieux et puis je remarque que les gens de plus jeunes, beaucoup plus de facilité avec les outils, sont plus à l'aise. Moi, juste de dealer avec une nouvelle application ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc, après la connaissance des langues où ça va un peu avec la communication, mais oui. d'être prêt aussi à connaître, de nouvelles langues pour pouvoir s'adapter, là où on est. Heu, mais quelque chose, moi, je trouve aussi de primordial et surtout toutes les entreprises, les managers, et les équipes s'attendent à cette qualité avec un arc, c'est l'attention aux détails. Un arc doit être organisé, donc c'est beau de voyager et cetera, mais vous devez Mmh. être très organisé. Vous devez vous préparer, tous documents doivent être prêts. Bon, à l'époque, il y avait votre sac était plein de documents. Aujourd'hui, c'est pas le sac, mais c'est les clouds qui doivent être prêts avec tous les documents qui doivent être, mis là-bas. Heu, il faut s'arranger pour ne pas rater son vol. Ça paraît simple, mais c'est aussi bête que ça des fois. Ce qui n'est pas simple à faire. On a tous une vie, on a des conjoints, des enfants, de la famille et puis, des fois, on est dimanche avec toute sa famille en train de profiter d'un week-end et puis le lendemain, ben, vous êtes l'un des seuls qui doit se réveiller à 3 heures du matin Ouais, pour aller, voyager. ça Donc pique, hein, avec c'est dur. c'est dur, oui. Avec tout ça, ben, vous devez
des choses très, très simples. Moi, j'ai voyagé avec des personnes qui se sont retrouvées avec moi à l'aéroport et puis leur passeport n'était plus valide. Ah, OK. Oui, de vous allez aux États-Unis et puis à la douane américaine, vous pouvez toujours vous faire, retourner à n'importe quel moment. Donc de Ouais, savoir parler, de savoir rester calme, même si vous manquez de sommeil, de pas dire n'importe quoi. c'est ça. Parce que pour ça, moi aussi, encore une fois, j'étais avec un ami, on partait aux États-Unis, puis il est resté 2 heures aux douanes parce qu'il a Waouh, commencé à s'énerver, voilà, à s'offusquer de toutes les questions qu'on lui posait et puis, ouais. voilà. Donc avec tout ça, une fois que vous êtes à l'hôpital, une fois que vous êtes devant les dossiers patients, il faut avoir les yeux, en face des trous, c'est ça? Ou les yeux, voilà, là où il faut pour Mmh, pouvoir remarquer tout ce qui se passe. Avec tous les outils que vous avez, avec tous les documents que vous avez pu apprendre et cetera, il faut savoir qu'à un moment donné, la seule chose qui va faire la différence, c'est votre, attention aux détails. C'est votre capacité à vous assurer que le protocole a été respecté. Et ça, quel que soit de toute façon votre rôle. On parle beaucoup des arcs, mais pour moi, si vous êtes un bon arc, 80%, un bon arc dans une équipe, c'est 80% du travail qui est bien fait. mmh, Un bon arc dans sa carrière, c'est quelqu'un qui a réussi sa mission d'arc. Toutes les autres missions qu'il va faire dans la recherche clinique vont être plus ou moins faciles parce que ça sera toujours la même chose. Si vous revenez à des centres pour les auditer, c'est le même système. ouais, Si vous auditez par exemple, quand je faisais une CRO, si quand on fait des tests pour voir si nos systèmes fonctionnent, ben, c'est cette attention aux détails qui va faire la différence. Et donc, oui, peut-être il y a, comme tu as dit, des qualités primordiales. Et pour moi, c'est quelque chose, ça c'est une attente. C'est ce qu'on attend d'un arc en général. Et donc, comme je t'ai dit, on n'est pas dans un entretien ici où on cherche un travail. On est plus dans peut-être quelqu'un qui donne des conseils à peut-être des candidats. On a besoin de votre concentration. On a besoin que vous soyez là. Et aujourd'hui, avec toutes ces technologies, encore une fois, c'est très facile d'être déconcentré. mmh, Donc ne travaillez pas avec votre téléphone à côté de vous, même si oui, c'est très pratique. Par exemple, on a des applications sur téléphone qui aident à faire son travail. Le CTCA E-Grade, par exemple, vous avez des applications qui vous permettent de voir, entrer n'importe quel nom d'un événement et puis il va vous donner le grade. C'est très intéressant. Mais votre mmh, téléphone est aussi une source de déconcentration. c'est vrai. Donc, non, moi, en général, c'est plus donc avoir les outils sur lesquels je dois travailler, éteindre son email, avoir juste les documents ouverts dont j'ai besoin et puis c'est toute une c'est tout un mécanisme qui est en route quand vous faites de la revue, Mmh. dans tous les domaines, de même pour les audits ou autre chose. Donc un arc, ça commence là et ça va être ça toute votre vie. Donc c'est quelque chose à tenir en compte. C'est ça et ça s'apprend, en fait. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé, je n'avais pas peut-être la même organisation, que j'ai aujourd'hui, dans le sens où, j'ai essayé plusieurs moyens. À un moment donné, je prenais un carnet, j'écrivais tout et puis je suis passée à un outil et puis voilà, à chaque fois je change d'outil, je change de méthode de travail. Donc en gros, il n'y a pas d'astuce d'organisation définie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup là, si on tape sur Google comment bien s'organiser, on a 36 000 conseils et certains conseils vont matcher avec certaines personnalités et d'autres pas du tout. Donc il faut vraiment essayer et tester, le plus dur, c'est de rester focus, en se réveillant très tôt le matin, mais on y arrive avec une bonne tasse de café donc voilà. En Alors fait, juste pour l'anecdote, c'est, comme on a dit, il y a des mécanismes à mettre en route, donc comme une sorte de rituel, en fait. Comme tu as dit, de bien se réveiller, d'avoir sa tasse de café à côté, de s'enfermer un petit peu pour faire une revue, particulière. Et donc, en fait, ça nous déforme aussi, il y a de la déformation professionnelle. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas très agréable pour les personnes qui partagent notre vie, non plus. Donc ça fait aussi que quand on est chez nous, on peut rendre les gens fous. Ça peut arriver autour de moi parce que si je suis dans la cuisine, ben, il faut que tout soit réglé pour que je puisse faire, heu, quelque chose de convenable. Alors que ma femme, pour elle, c'est plus elle arrive à fonctionner dans le chaos. Heu, c'est ça, moi-même on quand peut être organisé dans son désordre, hein, ça oui. existe. Quand on passe un séjour quelque part et puis, notre chambre d'hôtel, elle reste tout le temps bien rangée.
pour moi. OK. Même OK, si on a un maniaque aujourd'hui. oui, c'est ça. Donc c'est bien rangé parce que, ben, c'est ça, le matin, j'ai envie de tout trouver à sa place, le Oui. téléphone, et cetera. Parce que aussi, ben, c'est des choses qui nous sont arrivées. Moi, ça m'est arrivé d'oublier mon portefeuille quelque part, ça m'est arrivé de perdre mon téléphone, ça m'est arrivé, plein de choses qui sont pas drôles et donc avec le temps, on arrive à trouver une organisation qui nous permet d'être prêt à tout ça. Mais comme tu as dit, voilà, on passe un petit peu pour un maniaque, non? C'est ça et je pense que ça aide un petit peu, lorsqu'on a naturellement cette personnalité, ça aide vraiment dans tous les métiers de la recherche clinique parce que ça demande beaucoup de rigueur et je pense que ça aide pour une personne qui est un petit peu plus, je dirais, pas désordonnée, mais voilà, moins carrée, c'est là, il faut trouver plutôt sa voie et sa manière de travailler. Ça demande un petit peu plus d'effort que quelqu'un qui est déjà, bien organisé, je trouve. Non, j'étais pas très organisé avant. Ah oui? OK. Dernière, petite question, si c'était à refaire, est-ce que tu suivrais le même parcours ou, ferais-tu certaines choses différemment et pourquoi? En fait, c'est une question qu'on se pose souvent dans sa vie. Encore une fois, je parle comme peut-être quelqu'un qui pense avoir beaucoup d'expérience, mais j'ai une courte expérience aussi de la vie. Je ne pense pas que de toute façon, je pourrais changer quoi que ce soit à mon parcours, même si je le voulais. Et puis, si je devais revenir et puis changer quelque chose, probablement, ça ne serait pas pour le meilleur, comme on dit. Le résultat ne serait pas mieux. Donc moi, en fait, je changerais rien du tout. Et d'ailleurs, même, je me dis que je regrette rien du tout. Il y a beaucoup de phases, comme je t'ai dit, où ça a été pas facile, hem et où peut-être que j'aurais peut-être pu profiter de certaines sagesses, certaines connaissances que j'ai aujourd'hui pour les mettre en place à l'époque. Mmh. Mais à l'époque, peut-être que j'avais l'énergie que je n'ai pas aujourd'hui. Donc Ouais. cette énergie que j'avais et que j'ai toujours, en fait, dans les différents dépendamment des phases dans lesquelles je suis, je trouve que je me dote suffisamment d'énergie pour dépasser les problèmes et en fait, c'est fondamental pour votre évolution. Moi, je pense que si je m'étais pas trompé, comme je te disais tout à l'heure, si j'avais pas perdu des choses, pendant que je voyageais, si j'avais pas raté des vols, si j'avais pas eu certaines fois des conflits avec des collègues, des difficultés dans son travail, j'aurais pas appris et j'aurais pas acquis toutes les qualités que j'ai aujourd'hui. Ouais. Je sais que quand on voulait choisir un chef d'équipe ou un manager de projet, on venait plus facilement vers moi. Pourquoi? Ben, parce que je connais plusieurs cultures, je connais plusieurs pays. Rien que le fait de, voilà, comprendre que les gens peuvent parler avec plusieurs accents différents et c'est pas grave. L'important, Mmh. c'est que la communication soit maintenue. Quand on est chef d'équipe aussi, on doit savoir gérer plusieurs personnes, qu'elles puissent travailler ensemble. Et puis, si j'avais pas vécu moi-même ces difficultés, je ne saurais pas aujourd'hui les gérer, tu vois? Oui. Hem, toutes ces choses-là et donc franchement, aujourd'hui, même si je pouvais, je ne changerais rien. Donc OK, voilà. bah, c'est super. Sans regret. Non, pas du tout, non. Alors je voulais quand même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, en détail. Tu as parlé un petit peu de ton rôle, dans la CRO, mais est-ce que tu peux nous parler rapidement de ClearPharm? Quel type d'études tu gères, dans la CRO? Oui, oui, bien sûr. En fait, ClearFarm, c'est, aujourd'hui, si tu veux, on a ClearFarm Algérie, qui est donc la compagnie en Algérie où tu as la CRO avec des bureaux, où on a tous nos systèmes, nos serveurs et cetera, pour pouvoir, répondre à un besoin. Primordialement un besoin local, donc on est une CRO locale. C'est une, CRO qui est, légalement présente ici et qui est autorisée par les autorités réglementaires et ça permet justement de faire des activités de recherche ici en Algérie. Cette précision, elle est importante parce que dans d'autres pays, ce n'est pas, primordial. Par exemple, dans certains pays du Moyen-Orient ou certains pays, en Europe, vous avez pas besoin d'avoir votre CRO
sur place, votre entité, nationale pour pouvoir faire des activités de recherche sur place. Vous pouvez être une CRO américaine et puis avoir des centres de recherche et des activités de recherche, en UK, par exemple. Mmh. Mais ici, non, vous avez besoin d'une entreprise Physique. présente légalement et puis autorisée ici. Donc c'est ce qu'on est, on est une CRO locale, ce qui fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait presque tout, tous les services d'une CRO. Mais à un niveau, à une taille très réduite. Donc, on gère des centres de recherche, on fait des formations, on gère des études, on fait le design d'études, on écrit des protocoles, des projets, on étudie la faisabilité avec les centres de recherche, ou si tu veux, les sites sur lesquels se passe la recherche. Dans ça, on fait également, on est vers l'international également parce qu'on a des partenaires. Donc, on a également, comme on est présent aussi au Canada, on a d'autres activités en Amérique du Nord ou en Europe ou dans d'autres parts Mmh. du monde. Mais ici en Algérie, c'est plus donc la recherche clinique dans le sens design d'études, mise en place des études, réalisation, surveillance, les rapports de fin d'études, etc. On fait également, comme je t'ai dit, de la formation. Donc, on fait des formations pour les projets, mais on fait également des formations en dehors pour, à la demande, si tu veux. Donc aujourd'hui, la recherche en Algérie, comme dans beaucoup de pays, mais ici, ça se développe beaucoup. Et puis, Ouais. il y a du besoin. Il y a un besoin pour les gens, pour les médecins ou pour les professionnels de la santé, de connaître c'est quoi la recherche clinique, de connaître c'est quoi les publications scientifiques, les rédactions scientifiques, la lecture critique des articles scientifiques, l'anglais médical également. Ici, en Algérie, par exemple, la formation est en français. Les professionnels de la santé, donc les infirmiers, les médecins, etc. Et puis l'anglais n'est pas forcément le point fort. Et Je pense donc que on ça va fait, venir, hein, ça va. oui, oui, c'est en train de changer. De toute façon, on le voit juste avec des personnes plus jeunes, les Ah diplômés, oui. mais qui sont plus jeunes, ben, ils vont avoir plus de facilité, comme on disait tout à l'heure, avec l'anglais, avec les technologies, ce qui est très très bien. Mais pour d'autres, bon ben voilà, on offre ces formations-là. Et via nos partenariats, on fait aussi d'autres formations. On fait des formations plus évoluées que ça, avec des partenaires étrangers. Et puis, comme je te disais tout à l'heure également, comme on est, la qualité pour nous, c'est important. C'est-à-dire la mise en place des systèmes de qualité, les QMS, là, les systèmes de management de la qualité. On doit se charger de ça pour notre structure, pour les structures de nos partenaires, et donc du coup, on a un département d'assurance de la qualité avec un directeur d'assurance qualité et puis on fait des audits et puis des formations aux bonnes pratiques de fabrication, aux bonnes pratiques de distribution. Mais ça, c'est plus pour les producteurs. Donc, c'est pour D'accord. les producteurs et algériens parce que OK. il y a un développement également là-bas Mmh. du côté de la production. Et puis, il y a des normes à essayer auxquelles ils sont soumis, comme tout le monde, comme on disait tout à l'heure. Et puis, on les aide à, à mettre à niveau leur système, aussi à faire des formations. Et voilà. Donc, principalement ici, nous avons les opérations cliniques, l'assurance qualité et la rédaction médicale. Donc, on a, si tu veux, trois départements différents qui, des fois, travaillent ensemble, mais souvent aussi indépendamment. Super et en termes d'essais cliniques, enfin, en termes de thématiques, est-ce que c'est plus, spécialisé dans une seule aire thérapeutique ou ça Oui. touche à tout? Oui, merci, très bonne question. Oui, alors c'est vrai que moi, par mon expérience, c'est plus l'oncologie que j'ai faite OK. pendant beaucoup d'années. Et puis aussi celle de notre rédactrice médicale, elle aussi, elle a beaucoup d'expérience en oncologie. Mais il n'empêche que non, on va être plus aussi vers l'endocrino, le cardiovasculaire, les maladies rares aussi aujourd'hui. L'infectieux, c'est ça. Pour le moment, c'est les choses où vous avez le plus de demandes, en Algérie. D'accord, OK, Oui.
Parfait. Merci beaucoup Nassim. De En tout rien. cas, pour les personnes, qui seraient intéressées d'en savoir plus sur, ce que fait ClearFarm, je mettrai tout en description, le site, LinkedIn de Nazim Alti et voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était très inspirant, très motivant. En tout cas, j'espère pour les auditeurs aussi qu'ils ont apprécié l'épisode. Je vous dis, à tous, merci pour, d'avoir écouté tout l'épisode et à bientôt pour, une nouvelle thématique. Au Super. revoir.